Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Ce 12 décembre marque le 20e anniversaire de l'assassinat de Gebran Twaini, journaliste, député et figure de la liberté d'expression au Liban. 20 ans après l'attentat qui lui a coûté la vie, son nom reste associé au combat pour une presse libre et à une période de profond bouleversement politique. Reportage. 12 décembre 2005. Le 20h de France 2 ouvre ce soir-là sur une nouvelle qui traverse les frontières. Nouveau choc au Liban, Gebran Twaini, un député et journaliste renommé, connu aussi pour son hostilité à la Syrie, a été assassiné dans un attentat à la voiture piégée. Damas est encore une fois montré du doigt. La nouvelle déclenche immédiatement un mouvement de foule. Dans les rues, des manifestants brandissent son portrait, ses éditoriaux, son serment pour un Liban libre. C'est tout un pays qui exprime sa colère, mais aussi sa peur, celle de revivre les années où les voix dissidentes devenaient des cibles. Ces funérailles attirent une foule immense. Des milliers de personnes se pressent pour accompagner le cercueil du journaliste. Une marée humaine qui témoigne de l'impact de Twaini sur la vie publique libanaise. À la tête du journal An-Nahar, ses éditoriaux étaient devenus un rendez-vous incontournable, parfois dérangeant, toujours engagé. En politique, il défendait la même ligne, une souveraineté réelle, un débat public sans intimidation. Ce régime syrien est un régime totalitaire qui ne sait dialoguer, mais qui sait employer la force, qui assassine, qui suicide, entre guillemets, comme il s'est passé à Damas il y a moins d'une semaine ou une semaine. Son assassinat vient s'ajouter à une série d'attaques visant journalistes, députés et ministres au cœur des années 2000. Il est temps que le monde entier se rende compte que les Syriens sont un régime d'assassins et qu'il est temps de renverser ce régime. 20 ans plus tard, l'écho de ce 12 décembre 2005 reste intact et l'héritage demeure. Celui d'un homme qui croyait au poids des mots et qui avait choisi d'affronter les risques pour défendre une liberté essentielle. Nous libérons quoi là? Nous libérons nos frères libanais de l'emprise syrienne. Voilà ce que nous faisons. Nous essayons de réunifier notre pays. Nous aurions pu très bien décréter ici le Liban, le Monte-Carlo, Bingoland, Kazeloland, si vous voulez, le Hong Kong, comme tout le monde a voulu qu'on fasse. Nous n'allons jamais déclarer un Hong Kong, jamais de Bingoland, jamais de Kazeloland. Nous sommes un peuple qui mérite beaucoup plus que ça. Nous croyons en notre terre, nous croyons en notre patrie. Nous allons nous battre jusqu'au dernier jour pour la récupération du dernier territoire, du dernier parcelle de terrain, la dernière parcelle de terrain de nos 10 452 km². Un héritage qui continue de résonner dans un Liban encore en quête de vérité et de stabilité. Israël a mené une série de frappes aériennes contre plusieurs positions du Hezbollah au sud et à l'est du pays. L'armée israélienne affirme avoir ciblé un camp d'entraînement de la force Al-Radwan, tandis que la tension monte à l'approche de la date limite pour le démantèlement des infrastructures militaires du groupe chiite au sud du Litanie. À l'aube, plusieurs explosions ont secoué le sud et l'est du pays. Une dizaine de sites ont été visés par des raids, parfois à plus de 30 km de la frontière sud. Ces frappes, répétées depuis le début de la semaine, témoignent d'un regain de tension entre Israël et le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en novembre dernier. Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme avoir détruit un complexe d'entraînement de la force d'élite du Hezbollah, les unités Al-Radwan, et selon Tel Aviv, les combattants y apprenaient l'utilisation de différents types d'armes destinées à des attentats terroristes. D'autres infrastructures militaires du Hezbollah ont été frappées dans plusieurs localités du Liban Sud. Ces attaques surviennent à un moment critique. L'armée libanaise doit achever d'ici le 31 décembre le démantèlement des infrastructures du Hezbollah entre la frontière sud et le fleuve Litanie, conformément à l'accord conclu en 2024. Or, plusieurs des zones ciblées aujourd'hui se trouvent au nord du Litanie, au-delà du périmètre prévu par l'accord.
Sommet inhabituel au Turkménistan. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Masoud Pezeshkian se retrouvent à Ashkabad, dans l'un des pays les plus fermés du monde, pour célébrer les 30 ans de la neutralité permanente du régime. Occasion rare de braquer les projecteurs sur un État d'Asie centrale, à la fois riche en gaz, pauvre en liberté et longtemps comparé à la Corée du Nord pour son isolement extrême. À Ashkabad, la capitale de marbre blanc du Turkménistan, un défilé diplomatique sans précédent. Poutine, Erdogan et Pezeshkian font partie des dirigeants invités à célébrer les 30 ans de la neutralité du pays. Un rendez-vous exceptionnel dans l'un des régimes les plus fermés au monde. Peu de pays suscitent autant de mystères que le Turkménistan. Ancienne république soviétique, devenue l'un des États les plus hermétiques, elle cultive sa doctrine de neutralité permanente reconnue par l'ONU en 1995. Une idéologie largement mise en scène par un régime autoritaire qui contrôle strictement l'information. Depuis l'indépendance, le pays n'a connu que 3 présidents. Aujourd'hui, une dynastie règne. Le père héros protecteur a fait bâtir une ville à son nom et une statue équestre de 43 mètres. Le fils, officiellement président depuis 2022, gouverne avec lui dans un système où le culte de la personnalité structure la vie publique. La neutralité sert surtout d'outil d'isolement. Le Turkménistan limite strictement les relations avec l'Occident, n'autorise pratiquement aucune ONG et bloque de nombreux médias et réseaux sociaux. Reporters sans frontières décrit un pays où l'information est verrouillée et utilisée uniquement pour glorifier le pouvoir. Paradoxalement, ce pays isolé détient les 4e ou 5e réserves mondiales de gaz, un trésor énergétique qui alimente ses relations avec la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran, les mêmes dirigeants aujourd'hui réunis à Ashkabad. Mais cette richesse contraste avec une pénurie structurelle, l'eau. Le désert de Karakoum couvre 80% du territoire et le canal d'irrigation détourne les eaux de l'Amoudaria, aggravant la catastrophe environnementale de la mer d'Aral. Symbole mondial du Turkménistan, le cratère gazier de Darvaza, les célèbres portes de l'enfer en combustion depuis 1971. Il rejette du méthane et le pays détient le record mondial de fuites massives selon l'Agence internationale de l'énergie. Les autorités promettent de l'éteindre, mais les conditions géologiques compliquent l'opération. Avec ce sommet rare, Ashkabad tente de briser l'espace d'un instant l'image d'un pays isolé. Mais derrière les cérémonies fastueuses, le Turkménistan reste l'un des États les plus opaques au monde, où le pouvoir se transmet de père en fils et où le gaz, plus que la démocratie, dessine la politique. Malgré les catastrophes naturelles qui le ciblent, le Sri Lanka demeure une destination touristique de choix. Un pays qui ne se contente pas de se visiter, mais qui se ressent, se respire et s'imprime en nous, ainsi que le dit avec passion notre reporter Mike Jamous. Là-bas, la nature, les animaux et les hommes vivent dans une harmonie rare. Entre jungle éclatante, couleurs vibrantes et rencontres inattendues, ce voyage devient une parenthèse suspendue, un moment hors du temps, une immersion profonde dans un monde où la beauté se vit à chaque regard. Un pays que l'on ne quitte jamais vraiment, tant il marque les esprits. Les animaux circulent librement, vivent en meute, partagent l'espace avec les habitants. Et puis, il y a cette couleur, le vert des rizières, le vert des palmiers, le vert des collines, le vert de la jungle. Au milieu de ce décor luxuriant, impossible de ne pas croiser les véritables stars du Sri Lanka. Ils sont partout, sur les toits, sur les arbres, sur les routes, devant les temples. Des farceurs irrésistibles, imprévisibles, mais tellement attachants. Restent tous les autres animaux en liberté. Les singes ne sont pas les seuls compagnons de route. Tout au long de notre voyage, nous avons croisé des paons majestueux, des chevaux en liberté, des buffles paisibles et tant d'autres animaux qui vivent ici au rythme de la nature. Une richesse vivante qui donne au Sri Lanka toute sa magie. Ce voyage restera gravé comme une immersion unique dans un pays où la nature, les animaux et les hommes cohabitaient et cohabitent toujours ensemble dans une harmonie rare. C'est la gentillesse, énormément de gentillesse et de convivialité.
Et puis la nature est fantastique. Ils aiment leur pays, c'est vert, c'est propre. Des domaines que l'on n'imagine même pas, que ce soit au niveau agriculture par exemple, que ce soit la culture du thé qui est tellement intéressante. Le Sri Lanka s'éloigne, mais les souvenirs, eux, restent bien vivants. Et tandis que cette aventure touche à sa fin, d'autres nous attendent déjà, pour de nouvelles découvertes. Et maintenant, un voyage culinaire. Entre les collines verdoyantes de Slovénie et les côtes ensoleillées de Croatie, une tradition fromagère vieille de plusieurs siècles vient d'être reconnue par l'Europe. Bienvenue en Istrie où le Istarski est bien plus qu'un simple fromage. C'est un héritage, une histoire et désormais une fierté protégée. Fabriqué à partir de lait de brebis, coagulé à la présure, l'Istarski se distingue par sa saveur salée et épicée et une note aromatique persistante. Après 60 jours minimum d'affinage et jusqu'à 12 mois, il développe une texture fondante et des arômes puissants, reflet de la biodiversité locale. Ce fromage, c'est l'âme de notre terre. On utilise le lait cru ou pasteurisé de nos moutons istriens, une race unique. Le secret, leur alimentation. Les herbes aromatiques de nos pâturages, les fleurs sauvages, tout ça se retrouve dans le goût. Ce qui rend ce fromage exceptionnel, c'est son terroir transfrontalier. En Croatie, le climat subméditerranéen adoucit les saveurs, tandis qu'en Slovénie, les reliefs montagneux offrent des pâturages riches en plantes aromatiques, une complémentarité qui donne à l'Istarski sa double identité. Ici, les moutons mangent du thym, de la sauge, même des baies sauvages. Chaque bouchée raconte la terre. En inscrivant l'Istarski à la liste des indications géographiques protégées, l'Union européenne salue un savoir-faire ancestral et une coopération unique entre deux pays, une victoire pour les producteurs, mais aussi pour la diversité culinaire européenne. Entre tradition et modernité, l'Istarski prouve qu'un fromage peut être un pont entre les cultures, un symbole de résilience et une invitation à découvrir l'Istrie, une bouchée à la fois. Et c'est ici que prend fin ce journal pour ce soir. Merci de suivre nos réseaux sociaux francophones. Bonsoir.